5. Je vais commencer. Bonjour à vous tous déjà. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir patienté 5 minutes de plus pour qu'il y ait un maximum de vos camarades, de vos amis qui puissent se connecter pour poursuivre ce live. Je vais commencer par vous parler de l'épreuve en elle-même. Donc, vous savez que c'est une épreuve qui est composée normalement de 4 dossiers. Les points doivent osciller entre 4 et 6. La bonne démarche à faire, donc l'épreuve est composée dure 180 minutes, avec 10 minutes de lecture de sujet. Donc, dans ces 180 minutes, 10 minutes de lecture sont prévues. Dans cette première lecture, vous devez euh, choisir le ou les thèmes auxquels vous êtes le plus à l'aise. On va y revenir un peu plus tard. Déjà, savoir l'ordonnancement que vous allez prendre dans l'approche de la réalisation de vos devoirs, vos examens. Sachant que il y a encore 10 minutes de lecture à la fin. Donc, si on calcule bien, sur les 180 minutes, on tire les 10 minutes de lecture du début, les 10 minutes de lecture de fin. Ça veut dire que chaque point, on a un temps limité de 8 minutes. Ce qui fait que vous, quand vous allez aborder un dossier, si ce dossier vaut 4 points, globalement, quand vous avez commencé, vous avez 32 minutes pour le faire. S'il vaut 5 points, vous avez 40 minutes. Et s'il vaut 6 points, 48 minutes. Vous devez commencer par le thème que vous maîtrisez et je vous conseille d'aller jusqu'au bout de ce que vous savez. Évitez, comme le font beaucoup de candidats, malheureusement, on voit ça aux épreuves, ils font dossier 1 parce que c'est le dossier 1 qui apparaît en premier, question 1, après il y a un blanc, question 3, il y a des blancs, question 2, dossier 2, question 1, plus rien, dossier 3, après ils reviennent sur le dossier 1, dossier 2, dossier 4. C'est impossible. Tous les candidats qui passent d'un dossier à un autre sans aller au plus profond des choses, c'est les candidats, dès la première lecture, dès qu'on voit les copies qui nous ont envoyées par scan, on sait très bien que ce candidat aura une très mauvaise note et ne validera pas l'UE. Quand je parle valider, c'est 10 au moins, mais même une note conservatoire de plus de 6. Donc, je répète, la première chose que vous devez faire, après une lecture correcte de 10 minutes, c'est de commencer par le dossier que vous maîtrisez, ou vous pensez maîtriser le plus. Il y a deux types de candidats qui vont se présenter à l'épreuve. Le premier candidat qui, qui a des connaissances et qui ne stresse pas. Donc lui, il n'a aucun problème, il déroule ses compétences et ses connaissances, tout se passera correctement. Deuxième candidat, il y en a beaucoup qui ont des connaissances, mais au moment de l'examen, perdent tout doucement leurs moyens. Et ce qu'il faut dire qu'au bout de 2 heures, on n'a pas la même lucidité qu'au départ. Donc tous ceux qui sont dans ce cas de figure où l'épreuve paraît longue, où ils s'essoufflent tout doucement tout au long de l'épreuve, le conseil, c'est quand votre feuille de brouillon, quand vous avez lu le dossier 1, 2, 3, 4, avec les différentes questions, vous y mettez sur chacun des dossiers les mots-clés ou les éléments les plus importants que vous connaissez. Exemple, c'est une très bonne approche, Lady Grace. Oui, il vaut mieux faire une copie par dossier. Comme ça, si vous revenez, ça fait propre et il n'y a pas de souci. Et en plus, ça vous laisse le temps de le faire correctement. Une copie par dossier, oui. Donc, je continue. Ce que je vous conseille, c'est sur une feuille de brouillon, vous indiquez tout ce que vous savez. Je parle pour ceux qui ont peur de perdre leurs moyens au fur et à mesure de l'épreuve. Donc, sur une feuille de brouillon, mettez ce qui concerne vos compétences sur le dossier 1, ce que vous savez sur le dossier 2, ce que vous savez sur le dossier 3 et ce que vous avez sur le dossier 4. Tout en sachant que c'est une épreuve qui a été modifiée depuis 2018. Depuis 2018, on sait tous qu'il y aura 6 à 8 points sur des questions de cours. Les questions de cours, j'ai vu tout à l'heure, enfin l'autre jour, un recensement des questions de cours. Oui, tous les dossiers sont indépendants. Il y a une même société, normalement, mais tous les dossiers sont indépendants les uns des autres, pour éviter qu'il y ait un filtre d'un moment à un autre. Je reprends le fil conducteur de ce que je disais. J'ai vu tout à l'heure, hier ou avant-hier, passer différentes questions il y avait un recensement d'une vingtaine de questions. Je crois qu'il y avait même 26 questions les plus vues à l'examen.
Évidemment, c'est un travail qu'il faut faire, un travail de fond. Vous devez recenser toutes les questions qui sont tombées, c'est toujours les mêmes qui retombent, toujours, toujours. Période d'incorporation, toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut décomposer une immobilisation? Oui, pourquoi? Tous les éléments sont toujours les mêmes. Immobilisés, tous. Pour moi, il y en a 30. J'en ai vu 26. Peut-être qu'il y a eu de ma part des éléments qui sont très proches, qui ont été renotés. Mais si vous recensez toutes ces questions, vous pouvez avoir au minimum 7 points. Donc déjà, il vous reste peu de temps à faire, mais ça se fait en 4 heures. En 4 heures, vous pouvez prendre toutes les questions de cours. Je vous conseille ça. J'avais déjà conseillé ceci lors d'un examen, des sujets que je faisais pour Fishman. Je vous conseille vivement à tout le monde de prendre les 26 à 30 questions qui sont tombées, de prendre toutes les réponses. Alors, faites très attention aux réponses. Si vous avez une réponse, des sujets qui datent d'avant 2018, il y a quelques petits couacs sur les réponses, vraiment qui sont plus d'actualité. On vous parle de méthodes préférentielles, ça n'existe plus, mais à vous de réajuster par rapport à vos cours, hein. Ne copiez pas bêtement et, entre guillemets, stupidement toutes les réponses qui apparaissent, actualisez-les. Une fois que vous avez fait ceci, je vous conseille également de les mettre par thème. Le thème des immobilisations corporelles pour commencer, le thème des immobilisations incorporelles par la suite, après le thème du capital en lui-même, l'augmentation, le thème de l'affectation de résultats, le thème du CAC, le thème de l'expert comptable et le thème des professions comptables et le thème sur les différentes méthodes comptables. Une fois que vous avez vu toutes ces questions-là, bah, vous avez déjà 6 points, 7 points de garantie. Après, il faut les connaître. Vous avez un doute le jour de l'examen, vous refaites ce que je vous dis tout à l'heure. Vous avez lu les questions. Vous savez sur quoi ça tombe. Mais sur votre brouillon, mettez les grandes lignes de la réponse que vous voulez, qu'on vous attend de vous. Il suffit de les copier. Et vous êtes sûr et certain de ne pas oublier par la suite. C'est pas le candidat qui commence le premier à composer, c'est pas le candidat qui ira le plus vite à composer qui aura la meilleure note, hein. C'est le candidat qui jalonne et qui prépare au mieux sa copie, c'est-à-dire celui qui met sa structure, celui qui fait une fondation. Donc, je vous conseille vivement toutes ces questions de cours, de les mettre sur un papier, sur une feuille de brouillon pour être plus précis, concernant les thèmes qu'on vous demande. Vous avez eu le sujet, allez-y directement. Faites-vous plaisir. Mettez tous les éléments sur votre copie. Je vous garantis, ça marchera. L'an dernier, ceux qui nous ont suivis sur le dernier live que j'ai fait, qui ont suivi ces conseils sur Fishben, eh bien, le retour a été plus que très bon même. Je pense qu'on a frôlé plus de 80% d'étudiants ayant validé l'UE. Quand je parle validé, c'est plus de 10. Je ne parle pas conserver. Je parle de valider. Après, c'est un travail perso, hein. Ce travail, je sais que vous avez échangé là-dessus sur les différents lieux de conversation qui ont été mis en place. Mais franchement, si vous attendez un échange de tout le monde, c'est compliqué. À bout d'un moment, il faut que vous soyez fort et vous dites, c'est bon, je dois le faire tout seul. Vous n'avez pas le choix, hein. Si vous voulez avoir les réponses, il faut le faire. En plus, il faut un travail de mise à jour qui est un peu perso aussi, hein. Voilà, c'est le premier élément que je vous conseille. Après, je me répète de nouveau, quand vous commencez un dossier, ne le stoppez pas. Vous savez le temps, je vous rappelle, 4 points, 32 minutes, 5 points, 40, 6 points, 48, il n'y aura pas plus que ça. Donc, vous êtes entre 32, 40 et 48 minutes. Vous marquez l'heure à laquelle vous commencez. Et vous marquez l'heure à laquelle vous terminez. Vous devez terminer. Deux choses. Si vous avez terminé trop vite, c'est que vous ne maîtrisez pas le sujet. Trop vite, ça veut dire qu'au lieu de, on va prendre un calcul simple, le 40, vous avez passé 20 minutes, c'est que vous avez survolé la réponse. Ça veut dire que vous n'avez pas répondu à l'attente que veut le jury. Exemple de réponse qui ne correspond pas à une attente de jury, on vous parle de perte d'incorporation des coûts. Pour une IMO, je réponds à votre question Istikra dans 2 secondes. On parle d'incorporation des coûts d'une IMO, vous répondez du 1er juin au 22 juillet. Non, il faut parler la date de début et le jour où l'organe de direction décide avec la date
et la date de fin le jour où l'actif est, on commence à tirer un avantage économique. C'est tout ceci qu'on veut voir, un ensemble d'éléments, c'est pas partiellement. Donc dites-vous que il faut essayer d'être le plus précis dans vos réponses. Et plus vous mettez de mots, sans mettre des tartines, c'est pour ça que le temps est un élément qui vous permet de savoir si vous allez dépasser ou pas. Plus vous complétez vos éléments de réponse, plus vous aurez de points. Surtout si c'est un thème que vous dites maîtriser, allez-y, hein. Alors, Istrak, Istikrak, désolé pour la prononciation, il faut prendre même les anciens sujets. Et c'est pour ça que je dis dans les anciens sujets, il faut les actualiser. Déjà, éviter, vous savez que dans les comptabilités spécifiques, il ne reste plus que les comptabilités de communes et les associations. Donc, groupement d'intérêt économique, tout ceci, vous pouvez, les sociétés civiles, tout ceci, vous pouvez laisser de côté, on n'en a plus besoin. Mais toutes les questions qui sont tombées, vous pouvez les relever toutes et les mettre à jour, oui. Ne pouvez pas rester avec, par exemple, à l'époque, on disait que lors d'une augmentation de capital, la méthode préférentielle était la comptabilisation au débit du compte 1041 pour le montant net de l'IS. Ce n'est plus c'est pas une méthode de référence, c'est une méthode préférentielle, mais c'est pas une méthode de référence. Donc faites très attention à la lecture et aux méthodes qu'on vous donne entre méthode de référence et méthode préférentielle. Donc, je vous conseille vraiment à ce niveau-là d'actualiser les questions et d'être sûr et certain d'avoir le bon élément. Une fois que je vous ai donné ces conseils, alors vous passez d'un sujet à l'autre que si vous maîtrisez, évidemment, il faut être transparent et honnête avec vous. C'est-à-dire que s'il y a un thème que vous ne maîtrisez pas, ça ne sert à rien de dire 6 points, 48 minutes. S'il y a un thème que vous ne maîtrisez pas, vous retirez les points de ce thème et vous répartissez pour avoir plus de temps pour les 2, 3 autres dossiers. C'est vous face à votre copie, vous allez bluffer personne, hein. Vous n'allez pas faire dire oui, mais je pensais savoir, je ne sais, j'ai eu un trou au dernier moment. Il faut être transparent avec vous et honnête avec vous. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez que 3 thèmes, mais consacrez plus de temps que je vous ai dit. Faites un ratio, passez plus de temps. D'accord? Ça, c'est un élément important. Après, ce que vous souhaitez savoir également, c'est ce qui pourrait tomber ou quels sont mes pronostics, autrement dit, pour le jour de l'examen. Alors, c'est le premier thème était relativement banal, logique et classique. Une immobilisation, évidemment, une immobilisation à 95% de chances de tomber. Alors, moi, je pense que c'est une immobilisation corporelle, une immobilisation corporelle qui serait, à mon sens, décomposée. Donc, vous aurez la notion de cours sur qu'est-ce qu'un actif éligible, qu'est-ce qu'un actif décomposable, quelles sont les conditions pour décomposer un actif. Et je pense qu'on aura, comment dirais-je, une modification de plan d'amortissement. Alors, je pense bien, et je pense même mieux, que ça serait peut-être semblable à un sujet que j'ai préparé, qui était un peu dur d'un point de vue calculatoire, certes vrai, mais je voulais apporter ceci. C'était une année blanche, une année sans amortissement, suite à la période Covid, où on avait la possibilité, car une activité plus faible, donc la non-utilisation totale de nos actifs, on avait la possibilité de ne pas amortir. Alors fiscalement, c'était autorisé, hein, ce n'est pas un amortissement irrégulièrement différé, pour faire un peu de référence en fiscalité. Donc on avait la possibilité de le faire. Donc soit un an, moi j'avais fait un exercice avec un an plein sur une année civile, ça peut être à cheval sur 2 années. Donc voilà, si ce n'est pas ce type de modification de plan d'amortissement, ce sera un test de dépréciation évidemment, avec une modification de plan d'amortissement. S'il n'y a pas de modification de plan d'amortissement sur une IMO corporelle, je vois une subvention qui pourrait s'ajouter avec. IMO incorporel, j'y crois un peu moins. Les titres, j'y crois pas du tout. Et si c'est une IMO incorporelle, euh, je verrais bien plus un thème sur le fonds de commerce que sur le crédit, que sur Pasapel. Je vois une IMO décomposée, oui, mais comme ça s'appelle, avec une période Covid de non-amortissement. Je continue. Concernant l'actif, concernant le passif, alors si vous faites attention,
depuis la réforme de 2018, avant, il y avait trois gros thèmes qui tombaient sur le passif, qui étaient à peu près 40% pour l'augmentation de capital, à peu près 30% pour l'affectation de résultats et à peu près 15-20% pour la création de société. Et après, il y avait le reste du passif qui se partageait les 5 à 10% manquants. Depuis la réforme du DCG, on n'a plus vu tomber la création de société. Est-ce que ça peut tomber? Ouais. C'est peu piégeant, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas beaucoup. Par contre, si je devais faire des pronostics, je mettrais en avant tous l'affectation de résultats. Cette affectation de résultats avec probablement deux types d'actions différentes, voire trois, mais au moins deux. Donc, soit des actions privilégiées, soit des actions et des actions ordinaires, soit des actions ordinaires anciennes et des actions ordinaires nouvelles, soit un mix de ces trois composantes, actions nouvelles, actions ordinaires anciennes et actions privilégiées. Avec probablement, à la fin, une augmentation de capital, c'est-à-dire que les titres seraient convertis en augmentation de capital. Si ce n'est pas une augmentation de capital qui se convertit avec une augmentation de capital, je mettrai en deuxième position, mais je privilégie, je vous rappelle, l'affectation résultat, je verrai bien une augmentation de capital. Alors, s'il y a une augmentation de capital, dans ce cas-là, je verrai des défaillants. Je tiens à repréciser un élément concernant. Je réponds à votre question, Prime, dans 2 secondes. Concernant, concernant l'augmentation de capital, euh, vous pouvez vous tromper sur, malheureusement, parce que vous ne connaissez pas, et c'est bête, c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent sur le pourcentage de libération du capital. Ça, il faut le connaître par cœur. C'est entre la création d'une SA, d'une SRL et l'augmentation, ça, il faut les connaître par cœur. Et la prime d'émission. Et la prime d'émission, beaucoup libèrent la prime d'émission au prorata de ce qui est libéré du capital. Dans la prime d'émission, je vous rappelle pour une dernière fois que c'est libéré totalement. Donc, c'est là-dessus où ils jouent, où ils savent qu'ils gagnent des points, c'est sur l'augmentation de capital. Pour la prime d'émission, beaucoup de candidats sont à côté, beaucoup de candidats sont encore à côté sur le pourcentage de libération. Ils confondent tous les pourcentages. Donc, c'est tellement facile à, entre guillemets, à faire en sorte qu'un étudiant ait un échec. Et donc, s'il y a une augmentation de capital, je pense qu'il y aura par la suite une libération partielle qui sera demandée, avec soit un défaillant, soit un anticipé, ou un anticipé au début et pas de défaillant après. La logique est, s'il y a une maladresse, il respecte la maladresse que vous avez. Alors, vous perdez des points au début, mais il continue avec le fil conducteur de ce que vous avez fait. Exemple, vous avez considéré qu'il y a de l'augmentation de capital. Vous avez considéré, je sais que ce n'est pas ça. Le minimum à libérer, c'est 20%, et vous avez continué votre logique avec ces 20%. Donc, dans ce cas-là, vous avez faux sur le début, mais on sera logique sur ce que vous faites par la suite, on vous accordera des points. Maintenant, pour répondre à une question qui était le plan d'amortissement avec une réévaluation libre, c'est possible. Alors, bien sûr que c'est possible, mais c'est complexe. Par contre, une question sur la réévaluation libre, c'est possible. Sur notamment quels sont les biens éligibles à la réévaluation libre et quels sont les biens exclus de la réévaluation libre, pardon. Est-ce qu'on est obligé de faire une réévaluation libre partielle ou totale? Ça peut tomber. Alors, pour être encore plus précis sur la réévaluation libre, si on tient compte de la situation actuelle, je vois peu d'immobilisation, notamment les corporels et notamment certains fonds de commerce qui ont eu, non pas le fonds de commerce, je reviens, peu d'immobilisation, notamment de bâtiments ou de terrains, pardon, qui ont eu leur valeur augmentée. C'est très rare, vu la situation actuelle, tout a tendance à baisser. Donc une réévaluation libre maintenant, post-Covid, c'est peu probable. Avant, c'était probable. On ne l'a pas vu, dommage. Mais là, j'y crois pas beaucoup. Alors, remis une question de cours, pourquoi pas? Qu'il faudra faire avec l'immobilisation. J'ai pas compris ce qu'il faut faire avec l'immobilisation décomposée en cas de non-amortissement. Euh, En cas de non... Ah oui, si un actif est décomposé, alors je dis que c'est un actif qui sera décomposé. Si votre actif
se bien décomposer. Vous l'avez, et dans le sujet, on parle que la structure était en sous-activité, qu'une partie de ces machines n'ont pas été utilisées pendant un laps de temps. Et vous aurez un article qui dira que si pendant la période Covid, les immobilisations n'étaient pas utilisées, l'entreprise peut reporter les amortissements en en prolongeant la durée d'amortissement de la période non utilisée. C'est-à-dire qu'un plan d'amortissement qui aurait dû se terminer en 2024, décembre 2020, juin 2024, s'il y a eu 3 mois de non-activité, juin 2024 se terminera 3 mois après, septembre 2024. Et pendant 3 mois, l'année où on vous le dira, il ne faudra pas amortir. Quand je dis 3 mois, c'est un exemple. On pouvait aller jusqu'à 1 an de non-amortissement. Voilà ce que je disais. Pour terminer sur les pronostics et sur des thèmes auxquels j'avais pronostiqué il y a 2 ans, il y a 1 an aussi, qui ne sont pas tombés, c'est tombé cette année à l'Intech, qui était le coup d'accordéon. Méfiez-vous du coup d'accordéon, ça serait le dernier thème que je dirais sur le capital. Un tout petit pourcentage. Oui, mais j'avais mis le coup d'accordéon. Mais je pense que le coup d'accordéon pourrait tomber en une question. Je ne pense pas qu'on irait vous embêter là-dessus, mais je pense que le coup d'accordéon pourrait tomber. Donc, je répète, l'actif, l'immobilisation corporelle, décomposable une grande majorité. Je dirais période modification de plan d'amortissement, et je mettrai un petit billet sur période Covid, parce qu'on a toujours un laps de temps de l'attente entre ce qui se passe en réalité et nos sujets en comptabilité approfondie. Voilà, on n'est pas très réactif, on n'est pas à jour, ceux qui font les sujets. Éventuellement, une IMO incorporelle, si c'est une IMO incorporelle, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Capital, je vois l'application résultat avant tout, éventuellement avec différents titres pour quels intérêts statutaires, etc., suivi probablement d'une augmentation de capital ou une augmentation de capital à proprement parler. Les titres, alors les titres, j'y crois quasiment pas. C'est vraiment, d'un point de vue actif, ce qui est le moins valorisé et ce qui tombe le moins. Et on peut comprendre pourquoi. C'est simple, hein. Quel est le nombre de sociétés en France qui détiennent des titres? Alors, si vous regardez ce pourcentage, on est là aussi pour vous ramener sur ce qui se pratique. Alors après, il y a quelques particularités auxquelles on doit vous interroger. Je suis sûr de moi? Je ne sais pas. Alors, sûr de moi, ou de la chance, ou de l'inconscience. L'an dernier, je ne me suis pas trompé. Celle d'avant, non plus. Sur les dernières années, j'ai eu un échec assez cuisant, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Voilà, j'utilise mon cerveau, je dis ce que je pense à d'autres collègues, et voilà, on me dit oui, c'est pas mal. Euh, alors, je réponds à toutes vos questions. Alors, participation des salariés au résultat, intéressement, ça fait 5-6 ans que c'est pas tombé. Si on suit l'actualité, encore peu probable, parce que les résultats, sauf l'an dernier où les résultats ont été très prolifiques, et c'est pour ça que je pense que ça pourrait tomber en 2000, le sujet 2025, non pas le sujet 2024, j'y crois pas beaucoup. Mais si ça tombe, le sujet vous aidera. Et qu'est-ce qu'il faut connaître? La formule, non. Il faut simplement connaître les écritures comptables. Donc, c'est pas extrêmement compliqué. On n'aura pas l'aspect fiscal. Je pense même qu'on vous dira, concernant le forfait social, quelles sont les sociétés qui doivent euh, payer au forfait social et ceux qui ne doivent pas payer le forfait social. La prime d'émission, elle est totale. La prime d'émission est totale. Ce que je disais, c'est qu'il y avait des erreurs de certains candidats qui le faisaient, qui libéraient la prime d'émission partiellement. Ça, c'est une grosse erreur. Ils le libéraient proportionnellement au capital. Alors, je continue sur mes pronostics, évidemment. Je mettrai en troisième position, en attendant qu'il y ait d'autres questions, je mettrai en troisième position
l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, qui est le thème traditionnel. Plutôt le commissaire aux comptes cette année. Je mettrai en quatrième thème, pour moi, les contrats à long terme, soit en direct, soit dans un changement de méthode comptable. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois le changement de méthode comptable, mais je vois aussi le contrat à long terme. Donc, je ne sais pas si c'est indépendant l'un de l'autre, ou l'un et l'autre, ou les deux, mais je vois, je pressens un changement de méthode comptable. S'il n'y a pas ce quatrième thème, s'il n'y a pas celui-ci, je vais me donner un petit joker, redonner un dernier thème, les comptabilités de communes. Je le vois. Je le pensais déjà que ça allait tomber avant, notamment par rapport aux obligations qui s'avéraient concernant les CAC, chose qui n'a pas été faite, chose qu'on n'a pas eue. Il faut dire que le sujet de 2022 devait être, et c'était les comptabilités de communes, qui a été changé parce que post-Covid, ils ont été changé le sujet. Est-ce que c'était mieux ou pas? Vous avez vu la réduction de capital. Je ne suis pas sûr que vous soyez un grand gagnant dans le changement du sujet. Mais voilà, il y a eu un changement de sujet. Donc ça pourrait arriver. Oui, je sais. Je sais que c'est tombé. Mais rien ne dit qu'un thème ne peut pas tomber deux fois. Donc, euh, comme tout le monde pouvait dire que ce thème tombait constamment ou ce thème ne tombait pas, moi, je le vois retomber. Alors, ou si je le vois pas retomber, ça sera le changement de méthode. Voilà, quand j'ai dit, hein, je nuançais sur le contrat à long terme, j'ai soit contrat à long terme, soit changement de méthode, ou les deux en même temps. Moi, je vois le changement de méthode. Donc, je pensais, et je pense qu'il est bien de l'associer avec, avec le contrat à long terme. C'est le cas qui s'y prête le plus, mais après, on peut le voir dans d'autres thèmes, hein, notamment sur les frais de constitution, avec un changement de méthode stricto sensu, pour, comme ça s'appelle. Et donc là, on pourrait avoir une IMO incorporelle sur les frais de recherche et développement, sur un logiciel créé en interne, un site Internet. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un changement de méthode qui apparaît là-dessus. Moi, le changement de méthode, je le vois, mais je le vois avec, parce que en réalité, il est très intéressant de le voir. C'est au niveau du contrat à long terme. C'est celui qui est le plus intéressant. Je réponds à, à la deuxième question. Par contre, s'il y a un changement de méthode sur un contrat à long terme, en aucun cas, ça sera un contrat déficitaire, car le changement de méthode avec un contrat déficitaire n'apporte rien, car le principe de prudence fait qu'on a déjà comptabilisé toutes les pertes probables, donc il n'y a ni enrichissement ni appauvrissement, donc c'est le plus simple de tous les cas de changement de méthode, et c'est pour ça que ça ne tombera jamais le changement de méthode pour un contrat déficitaire. Alors, euh, composant de seconde catégorie, vous pensez que ça va retomber? Ça peut retomber. Ça peut retomber. Euh, Moi, je ne le vois pas cette année, mais ça peut retomber. Moi, je ne le mets pas dans mes pronostics cette année. Euh, je vois bien, je vous dis, je vois le changement de méthode, le changement de plan d'amortissement bien plus que les, euh, les composants de seconde catégorie. Est-ce que l'emprunt peut tomber? Alors, quel emprunt? Emprunt bancaire ou emprunt obligataire? Emprunt bancaire, on l'a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pense pas qu'ils le remettent. Emprunt obligataire, pourquoi pas? Si on a un emprunt obligataire, soit c'est un remboursement in fine, pour qu'on n'ait pas de tableau à faire, soit on vous donne le tableau des emprunts obligataires et il suffit de faire les écritures comptables. Le seul piège concernant les emprunts obligataires, c'est de faire respecter le principe d'indépendance d'exercice et de bien comptabiliser toutes les écritures d'inventaire. C'est-à-dire tous les, tous les amortissements qu'il faut passer et surtout ne pas oublier les intérêts courus sur emprunt dont certains étudiants oublient constamment. Alors, les monnaies étrangères, j'y crois pas du tout. Parce que si vous regardez, il y a combien on est, enfin, hormis le fait que l'Angleterre soit sortie de l'Union européenne et qu'il ait sa propre monnaie. Ok. Hormis ça, il y a peu de monnaies. Oui, je ferais ça.
Cartin. Hormis ça, je vois qu'il y a peu de monnaie, hein, hormis le dollar et l'euro. Il y a peu d'échanges. Il y a le yen. Il y a peu d'échanges en monnaie étrangère aujourd'hui. Et ceux qui font des vrais échanges entre différents pays, je ne sais pas si vous le savez, hein, ils ont toujours un compte en monnaie étrangère. Donc, eux n'ont pas des cartes de conversion à comptabiliser. Ça, c'est très vieillot. On continue encore. Bah, ça se pratique un peu, mais c'est pas ce qu'on voit le plus, hein. Donc, j'y crois pas beaucoup. J'y crois vraiment, même quasiment pas, ce thème-là. Alors, les subventions, pourquoi pas? Pourquoi pas dans une IMO, s'il n'y a pas de modification de plan d'amortissement, la subvention pourrait tomber. L'abandon de créance, je suis très surpris par l'abandon de créance, c'est que à chaque fois que ça tombe, ce n'est qu'un abandon de créance commerciale. L'abandon de créance commerciale, il apporte rien, c'est pas intéressant, on peut pas aller loin, on fait pas cogiter, on n'apporte pas de vraie valeur ajoutée, on peut même pas parler de retour à la meilleure fortune. Cette clause-là, on peut pas la faire. Si c'est un abandon de créance de nature financière, ça pourrait tomber. Bon, c'est pas dans mes pronostics, ça pourrait tomber parce qu'on l'a vu. Enfin, on l'a pas vu, on l'a pas vu nous, mais dans les entreprises, dans les groupes, ça s'est beaucoup pratiqué en 2022-2023. Donc ça peut tomber. L'abandon de créances de nature financière, oui, ça peut tomber. Et dans ce cas-là, il faut connaître la clause de retour à meilleure fortune, oui. Ça, c'est possible. C'est possible. L'IS, très bonne question. Ce rajout d'IS qui est venu en DCG depuis la réforme de 2018. Quelle valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée? Les écritures d'acompte, c'est super compliqué. Le solde de l'IS, encore très compliqué. Pourquoi nous interroger dessus alors que vous avez une matière qui est la fiscalité? On vous demande de faire des calculs. Pour les écritures comptables, ça va. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un DCG pour savoir comptabiliser les écritures d'acompte, d'IS ou de solde de l'IS. L'écriture de carryback, ça va, on va pas nous faire un thème sur le carryback. Une écriture sur les aides de l'État, quand c'est une prise en charge d'une formation ou autre, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas et j'ai vraiment pas vu aujourd'hui la valeur ajoutée d'avoir ajouté l'IS en DCG. Franchement, ils ont réduit certaines compétences qui étaient bien plus importantes pour nous mettre l'IS. Pour moi, c'est une erreur du changement de ce référentiel, mais je suis pas là pour en débattre ni en discuter avec vous. On a retiré d'autres choses qui étaient bien plus importantes pour moi. Les stocks, excusez-moi, les stocks, deux thèmes relativement forts sur l'actif possible. Donc, ça serait un actif sur 6 points, 4 points sur les IMO corporels, sans réel piège, 2 points sur les stocks. Et si c'est les stocks, dans ce cas-là, pour rester logique sur l'actualité, les quotas. Mais les quotas, c'est genre tombé une fois. Ça a piégé parce qu'il y avait des désaccords entre tous les ouvrages. Pourquoi pas? Mais c'est déjà tombé. Les quotas sont déjà tombés. On ne va pas revenir sur ce thème. C'est pas. C'est possible, mais j'y crois pas. Les quotas, effet de serre. Les provisions réglementées. Les provisions réglementées, j'y crois plus que les quotas. Mais ça ferait du mal s'ils le mettent, je pense. Le crédit bail, ils l'ont mis à la mode plusieurs fois, le crédit bail. Si vous comptez sur les 8 dernières années, si je ne me trompe pas, il est tombé 3 fois. Je pense qu'on a tourné autour du crédit bail. Déjà, on en a fait beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi pas? C'est pas le thème. Si je suis un candidat qui est en difficulté, qui a du retard, qui, euh, qui n'est pas dans les clous pour l'instant, je ne consacrerai pas trop de temps au crédit bail. Si je suis quelqu'un qui est à l'aise, qui maîtrise quasiment tous les thèmes, pourquoi pas? Il faut le regarder, on ne va pas négliger. Mais crédit bail, on a déjà vu dans tous les plats de couture, le crédit bail sur nous donner les éléments qui constituent les engagements les comptes d'engagement en annexe, les écritures de crédit bail, l'annexe à remplir, c'est bon, on a 3 fois, sur 3 ou 4 fois sur les 8 dernières années, sur les 7-8 dernières années, je trouve ça beaucoup.
Sincèrement, je n'y crois pas beaucoup. Si vous me parlez de crédit bail en engagement, les comptes d'engagement, la classe 8. Si vous me parlez de la classe 8, crédit bail, j'y crois réellement dans ce cas-là. Si c'est un thème sur les engagements, le crédit bail pourrait tomber dans ce cas-là. Parce que c'est un engagement qui est réciproque, dont les montants sont différents. Là, oui, on peut perdre beaucoup de candidats. Parce il est loin d'être simple, les écritures d'engagement concernant le crédit bail. Les écritures d'engagement, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois qu'on pourrait nous interroger sur la classe 8? J'aimerais. Sincèrement, j'aimerais. Parce qu'il faut quand même qu'on vous interroge sur tous les programmes un jour ou l'autre. C'est pas fait. J'aurais voulu un jour qu'on vienne vous titiller un peu dessus. Voilà. Mais à part ça, hormis sur ce point-là, l'ICIA, j'y crois pas beaucoup sur le crédit bail. Les dettes financières, ben, je vous ai dit sur les dettes financières, j'ai parlé des emprunts obligataires. Emprunts, j'y crois pas. Emprunt obligataire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, tout sera quasiment donné, hein. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut constituer un tableau de remboursement d'emprunt obligataire sans éléments constitutifs, sans tableau fait, sauf si c'est un remboursement in fine. Par contre, vous devez connaître, surtout du cours, l'intérêt, qui peut émettre des emprunts obligataires. Vous devez savoir l'intérêt de l'émission d'un emprunt obligataire au pair, d'accord? À quel moment il y a intérêt de mettre une prime lors de l'emprunt obligataire en amont et en aval, donc une prime de remboursement, une prime d'émission. Provision pour hausse des prix. La provision pour hausse des prix, on est en 2022, on fait un sujet 2023. La provision pour hausse des prix, la vraie hausse des prix était 2021-2022. Donc on aurait dû l'avoir l'an dernier. La provision pour hausse des prix est bien plus intéressante en fiscalité. En fiscalité, ils ne l'ont même pas mis. Alors, est-ce que ça peut tomber chez nous? Oui, ça peut tomber, évidemment. On ne peut rien négliger. Mais si ça doit tomber, si on est logique, c'est en fiscalité que ça doit tomber. Et ça devait déjà tomber l'an dernier. Pour en avoir parlé avec le formateur que vous avez en fiscalité, euh, j'ai pensé que ça tomberait l'an dernier. On pensait que ça tomberait l'an dernier. On pense que ça peut tomber en fiscalité cette année. En comptabilité approfondie, j'y crois toujours pas. Mais après, c'est fait partie des tout petits thèmes qui pourraient surprendre tout le monde. Après, évidemment, si vous me citez tout le programme, on aura tous bon sur ce qui va tomber, hein. Moi, je suis là pour vous donner un avis. La provision pour hausse des prix, euh, je mettrai même pas un copec dessus. J'y crois moins, encore moins que l'emprunt obligataire. J'y crois moins encore que les titres. Après, c'est mon sentiment, mon vécu, et je tiens à préciser parce que euh, certains ont dit et ont écrit à juste titre que mes pronostics étaient bons l'an dernier, en contre-gestion comme en comptabilité approfondie. Je n'ai pas le sujet à l'avance. Je n'ai pas on me donne pas de tuyaux pour que mes élèves réussissent mieux, d'accord? Ôtez-vous de ça l'esprit parce que ce serait, comment ça s'appelle, faux. Et ce serait une faute de ma part si j'avais des informations. Je n'aurais pas le droit de les communiquer. Donc, je vous dis mon ressenti, ce que je pense, ce que je dis à mes étudiants que j'ai suivis au quotidien, d'accord? Et ceux que j'ai suivis sur Fishben. Voilà quels ont été mes pronostics et je continue à maintenir les mêmes pronostics. Euh, Après, je peux me tromper, je dirais mea culpa, mais je pense être dans le vrai dans 3 thèmes au moins. On en reparlera après, mais je pense être dans le vrai dans 3 thèmes. Et je vous répète, hein, c'est pas, je n'ai eu aucune information, je n'ai pas eu le sujet, je connais rien de tout ça, je vous garantis ne pas connaître ça. Merci, Shaima. Voilà. Alors, je vais encore aborder quelques thèmes avec vous, en attendant qu'il y ait des questions. Euh, j'ai fait des sujets qui reprennent l'ensemble
de ce que j'ai pronostiqué comme thème principal, notamment un sujet sur un bien décomposable avec un non-amortissement pendant la période Covid, et même un changement, comment ça s'appelle, une, un changement de plan d'amortissement en plus. J'ai fait un thème également concernant l'augmentation de l'affectation de résultat avec plusieurs titres et avec une augmentation de capital qui suivait. Bon, je l'ai fait un avec des acomptes acomptes sur dividende, j'y crois moins, qui est un acompte sur dividende, mais je l'ai quand même fait pour se couvrir là-dessus. J'ai fait des applications concernant des sujets concernant les contrats à long terme. J'ai fait des sujets concernant le crédit bail, évidemment, parce que le crédit bail, c'est un thème important. Tout ceci, j'ai fait 4 thèmes pour Fishben, qui étaient pour moi des thèmes préparatoires, qui, voilà, tout candidat qui maîtrise ces 4 sujets, il y a les corrigés qui ont été faits aussi, qui ont été un peu plus détaillés que ce que j'avais fait au départ, suite aux questions des étudiants, aux interrogations des étudiants. J'ai même rajouté des questions pour répondre un peu plus à leurs attentes. Je pense qu'un candidat qui sait faire ces 4 sujets aura plus de 12 à l'examen. Allez, plus de 11, on va dire. Je minore un point. Je respecte un principe comptable, le principe de prudence. Euh, Monsieur, que conseillez-vous un étudiant qui veut éviter la note éliminatoire pour gratter un maximum de points? Un étudiant qui veut gratter un maximum de points. Je l'ai dit au départ, je le répète. L'élément, si vous voulez gratter un maximum de points, c'est d'apprendre toutes les questions de cours. Il vous reste encore un peu de temps. Si vous y mettez dès demain, de recenser les questions, vous en avez pour 4 heures. Si vous apprenez par cœur, il faut, allez, on va dire, 2 heures le jour même. Et après, vous les regardez, vous les relisez, une fois que vous les connaissez, 1 heure par jour, jusqu'au jour de l'examen. Le jour de l'examen, vous mettez noir sur blanc sur les thèmes que ça tombe, cette partie-là. Il y a 6 à 8 points sur les questions de cours. Prenez ces questions de points. Ces questions de cours, vous avez déjà validé une note conservatoire. Par contre, je vous dis comment avoir la moyenne. Moujahid, vous devez connaître sur les IMO corporels tout. Et si vous ajoutez à les questions de cours, vous aurez la moyenne. Si vous devez connaître euh, quels sont les éléments qui font qu'on peut décomposer une immobilisation. Qu'est-ce qu'une immobilisation de première catégorie, deuxième catégorie? Vous devez savoir qu'est-ce qu'est la valeur résiduelle, quel est son impact. Vous devez savoir modifier un plan d'amortissement. Vous devez également savoir calculer le coût d'entrée d'une immobilisation. Vous devez connaître toutes les définitions que j'ai citées tout à l'heure sur les immobilisations. Et après, si vous faites les 4 sujets que j'ai faits, Moujahid, on en reparlera, vous ne pourrez en aucun cas être en dessous de 9. Je devrais dire 10, mais je dis 9. Je vais être prudent. Soyons comptables. Prenons ce principe. Un des 10 principes comptables. Principe de prudence. Et on en reparlera, Moujahid. J'aimerais qu'on en rediscute. Et je dis la même chose à tout le monde. Mais est-ce que viser le 10, c'est ce que vous visez tous? Je pense que... Alors, il est compliqué d'avoir 18 en comptabilité approfondie. C'est vraiment très compliqué, je vous le dis. Il y en a qui peuvent l'avoir, mais c'est très compliqué. Entre 10 et 15, ça devient un peu plus compliqué. On peut y arriver entre 10 et 15. D'accord? Pour avoir entre 10 et 15, déjà, je viens de donner le premier conseil. Si vous connaissez par cœur la création de société, enfin plutôt l'augmentation de capital et l'affectation de résultats, si vous êtes incapable, si vous êtes capable de ne vous tromper, de ne pas vous tromper sur aucun sujet qui est tombé, et avec les sujets que j'ai fait en plus, je vous garantis, vous aurez 14. Avec toutes les questions de cours, vous ne serez jamais en dessous. Et je défie quiconque de me dire que je me suis trompé. Si vous maîtrisez les thèmes que je vous ai dit, et si vous connaissez toutes les réponses aux questions qui sont tombées, et si vous faites les 4 sujets, si on a déjà fait ensemble avec moi, tant mieux. Si vous n'avez pas fait encore avec moi, je vous conseille de les faire, et vous le verrez.
J'y crois pas. J'y crois. Enfin, allez, euh, je mettrais une pièce de 50 centimes. J'y crois pas beaucoup. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'y croyais pas aussi l'année où il y a eu sur les immobilisations la clause de réserve de propriété, j'y croyais pas. Après, c'est possible. C'est possible. Je ne dirais pas non. J'ai dit non à certains thèmes auxquels j'ai dit j'y crois pas du tout. Ça paraît très peu probable cette année. Ça paraît très peu probable cette année. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que euh, sur Fishben, enfin moi je travaille pour Fishben depuis quelques années, euh, je me sens bien. Certains me connaissent peut-être d'autres écoles auxquelles on m'a demandé de citer les écoles où j'étais, je ne le ferai jamais. Par respect vis-à-vis des écoles auxquelles vous suivez des cours, je n'ai pas à faire comment ça s'appelle, de la publicité pour le centre de formation ou les centres de formation où je travaille. Si je travaille pour Fishben, vous voyez, c'est le dimanche ou même le soir, c'est que je me sens bien. J'ai un contact très bien avec le directeur, j'apprécie son approche, son, la façon dont il est investi dans sa mission pour vous accompagner le mieux et répondre à vos attentes. Sachez que au moins il y a enfin, moi je trouve un énorme mérite à ce travail, c'est que tous les fiches de cours sont actualisées constamment. Quand il y a une modification, que ce soit de loi en société, en fiscalité, en social, tout est remis à jour. Concernant nous, la comptabilité, ça va être remis à jour pour la rentrée. L'UE10 va être remis à jour avec le nouveau plan comptable général. Évidemment, l'UE9, j'imagine que c'est la même chose aussi, même si je n'enseigne pas cette matière. Alors, je vous rappelle qu'on est sur un sujet 2023, donc le nouveau plan comptable général ne nous intéresse pas. J'ai eu cette question un jour, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je répète, ce nouveau plan comptable ne nous intéresse pas, il sera pour le sujet l'année prochaine. C'est pour ça qu'on se met à jour. On n'a pas voulu, et c'était très judicieux du directeur, de, de s'aventurer sur ce thème pour vous donner plus de compétences, mais en vous noyant éventuellement par des informations qui sont divergentes. Donc, il a eu entièrement raison, j'abonde dans ce sens. Moi, pour mes étudiants, j'ai fait la même chose, comme quoi les grands esprits se retrouvent. Mais je tenais à souligner un autre élément qui est important. L'an dernier, le directeur de Fishman m'a dit, ok, monsieur Martinez, est-ce que vous êtes partant, pardon, pour tenter un challenge? Moi, j'adore les challenges. En voyant pas de questions, je réponds à ceci. J'adore les challenges. Il me dit, Enrique, il m'appelle monsieur Martinez, moi, je m'appelle par mon prénom. Êtes-vous partant pour préparer des étudiants de mi-juillet à septembre, fin septembre, ou début octobre, j'ai plus les dates précises, au DSCG, en session intensive, pour les sortants de DCG, pour qu'ils tentent avoir le DSCG, gagner une année de scolarité. Je lui demandais d'avoir un peu de recul pour réfléchir, et je lui dis oui, je suis partant. Et je trouve ceci, pour certains yeux, donc moi j'avais participé à l'UE de contrôle de gestion, management et contrôle de gestion, pardon, l'UE3 du DSCG, et ceux qui ont suivi, qui n'ont jamais suivi aucun cours de DSCG, je précise bien, qui étaient sortants de DCG, je pense qu'on a eu plus de 85% des candidats qui ont validé l'UE et qui étaient très contents. Alors, alors il y avait, donc c'est en binôme avec M. Fertouk, qui a fait toute la partie management. Moi, j'ai fait la partie contrôle de gestion. Et cette UE doit être fait, à mon sens, en binôme, parce que les formateurs qui sont très bons en management sont un peu moins performants en contrôle de gestion, inversement. Oui, je fais un thème, Clara, juste après. Euh, et ceux qui sont les formateurs qui sont performants en contrôle de gestion sont un peu moins performants en management. Donc, partager l'UE entre les deux formateurs, sachant qu'il y a un peu plus d'heures en management qu'en contrôle de gestion, c'est de l'heure de 55, 60 en management et 40 à 45 en contrôle de gestion. Je trouve ça très bien. Les étudiants ont joué le jeu. Moi, pour être transparent, j'ai commencé en fin août
parce que je travaille beaucoup en cours d'année, j'ai besoin de me reposer en Espagne et de vider mon cerveau, sinon je ne peux pas repartir correctement avec l'énergie qu'il me faut pour être le plus accompagnant et le plus proche de mes élèves. Donc voilà. N'oubliez pas que l'année prochaine, Fishben fera des formations encore, comme cette année, pour que vous puissiez valider vos UE qui vous manquent, contrôle de gestion ou autre. Clara, tout à fait, Loan. Tout à fait, Loan, on peut gagner, on peut directement passer en deuxième année, en passant notamment le contrôle gestion management. On peut directement passer en deuxième année. Le MSI aussi, ça se passe, ça peut s'obtenir, et la finance aussi. Euh, alors, je répète les thèmes que j'ai pronostiqués qui me semblent être les plus importants. J'ai dit en premier les immobilisations corporelles. Et j'ai dit que ce serait plus une IMO décomposable. J'ai dit après possibilité d'avoir un plan d'amortissement modifié. Et si je vois un plan d'amortissement modifié, je mettrai en priorité une période sans amortissement liée à la période Covid. Donc euh, tout ceci j'ai fait un sujet type que vous pouvez voir où il y a les corrigés. Donc j'ai préparé 4 sujets, dont un qui était là-dessus parce que moi, mes étudiants que j'ai en cours avaient été préparés. Et comme aucun sujet ne, ne faisait ressortir ce point-là, comme aucun ouvrage ne faisait des thèmes dessus, j'estimais vous donner cette valeur ajoutée là-dessus. J'ai mis en deuxième position une affectation résultat avec différents types de titres et par la suite, probablement une augmentation de capital pour certains titres qui souscriraient à des actions nouvelles ou sinon une augmentation de capital directement avec, avec la libération initiale plus une libération future d'un certain pourcentage avec soit un anticipé avant, soit un défaillant après. Je vois aussi les questions concernant le CAC et l'expert comptable, voire la profession comptable, et je disais que je vois en priorité de ces 3 thèmes, je vois plus le commissaire aux comptes. Après, j'ai mis en quatrième position soit le contrat à long terme tout seul, même il a été d'actualité l'an dernier, soit le contrat à long terme dans un changement de méthode, soit le changement de méthode purement et simplement. Donc, en réalité, je voyais le changement de méthode purement et simplement, mais le changement de méthode, il s'apparente plus à avoir un contrat à long terme. Donc, ça peut être un autre changement de méthode que le contrat à long terme, mais je vois le changement de méthode comptable. Et je mettais en cinquième thème, un thème qui aurait dû tomber déjà il y a 2 ans, qui a été supprimé par un sujet de réserve. Je vois éventuellement en cinquième thème, j'en dirais pas 10, je vois en cinquième thème la comptabilité de commune. Voilà, alors il faut connaître toutes les questions de cours. C'est la comptabilité des mairies, des régions. Ça fait partie des comptabilités spécifiques. Il y a 2 comptabilités spécifiques, les communes et les associations. Pour terminer sur mes pronostics, je disais que j'avais vu tomber, je pensais que ça allait tomber il y a quelque temps, le, euh, le coup d'accordéon. Il n'est jamais tombé. Il est tombé à la tech. Peut-être une petite question dessus, même si ça peut tomber en droit des sociétés et des affaires. Pourquoi pas une petite question? Parce qu'il y en a eu tellement de structures qui ont utilisé le coup d'accordéon. Et dernier élément, je vous avais donné des conseils. Et je vous répète, 1 point, 8 minutes. Vous avez le dossier, 1 point, 8 minutes si vous avez tout traité. Et je vous répète, il y a à peu près 36 à 40 questions de cours. Apprenez-les par cœur et vous aurez au moins 7. Si vous connaissez par cœur tout sur les IMO corporels, vous aurez la moyenne. Après, pour aller plus haut, apprenez l'affectation résultat par cœur et l'augmentation de capital, vous aurez 13-14. Voilà comment avoir 13-14, ce qui est à la portée. L'an dernier, ceux qui ont suivi mes conseils ont eu de bonnes notes. Donc, à vous de travailler, à vous de faire en sorte, face à la copie, il n'y a que vous, ceux qui sont
comme dirais-je, qui ne sont pas sur deux, mettez sur une faute copie, sur une feuille de brouillon, pardon, tout ce que vous savez sur chaque thème avant de commencer. Ça peut éventuellement vous rassurer, parce que plus on avance, plus on perd de facilité, de capacité. Dernier élément que je vais encore vous dire, euh, si vous connaissez que 3 thèmes sur 4, passez plus de temps sur les thèmes que vous connaissez. Ça n'a rien de tenter les 4 thèmes, hein. Si vous en connaissez que 3 sur 3 missions, faites les 3 missions. Pourquoi aller à la 4e si vous êtes sûr de ne pas connaître? Essayez pour avoir 0, c'est une perte de temps. Vous êtes face à votre copie, hein. Moi, je ne la verrai pas, votre copie. Peut-être pas. Et même si je la vois, je ne sais même pas que c'est où. Euh, Vos formateurs ne le verront pas. Vos copains, copines ne le verront pas. Donc, vous ne bluffez personne. Jouez, soyez transparent plutôt avec votre copie, avec vous-même, et traitez ce que vous maîtrisez vraiment. Et vous verrez, ça passera. Le nombre d'étudiants qui essayent de tout faire, ça ne sert à rien. Pour Clara, j'imagine que vous avez travaillé, vu vos questions que vous avez posées avant. Pour être sûr de vous, Clara, la meilleure façon d'être sûr de vous quand vous allez composer, c'est de commencer par le thème que vous maîtrisez le plus. Et avant de commencer, mettez noir sur blanc tout ce que vous savez. Vous allez voir, ça va vous paraître simple. Deuxième élément que je vais vous dire encore, enfin, dernier élément que je vais vous dire, ne regardez pas les autres candidats dans la salle. Il y en a qui ne seront pas du tout prêts pour des raisons diverses. Profs défaillants, étudiants défaillants, ils ont des problèmes de santé, ils n'ont pas pu se préparer. Il y a tellement de choses. Il y en a qui vont commencer à lever la tête très tôt. C'est pas parce qu'ils lèvent la tête que c'est infaisable. Par contre, si vous les regardez, vous voyez une personne lever la tête, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, et vous voyez plusieurs lever la tête, vous allez vous dire dans votre tête, c'est trop compliqué. S'il y en a autant d'élèves qui n'y arrivent pas, j'y arriverai pas. Vous, il n'y a que votre copie qui vous intéresse. Ce que font les autres, vous en foutez complètement. C'est pas votre copain, c'est pas vos copines, c'est vous face à votre copie. Vos copains, vos copines, vous les verrez à la fin de l'épreuve, mais pendant l'épreuve, vous êtes tout seul face à votre destin. Le reste ne vous intéresse pas. Euh, Alors, Clara, il y a une personne qui a fait passer des questions sur un des groupes. Je ne sais pas lesquels, j'ai vaguement vu ceci. Il y en a qui demandaient est-ce qu'il y avait des questions sur le UE5, le UE8, le 11. Il y a eu toutes les questions qui sont là. Tout le monde pose beaucoup de questions. Moi, Clara, je pense que c'est un travail personnel. Et quand je dis que c'est un travail personnel, euh, parce qu'après, vous allez l'écrire. En l'écrivant, vous allez le connaître. C'est pas parce que vous allez faire du copier-coller que vous allez le mémoriser. La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'écrire. Donc, je vous conseille vivement de l'écrire vous-même. Et je vous conseille aussi, Clara, de vérifier si ces questions sont toujours d'actualité. Méfiez-vous de certains thèmes où il parle, notamment, j'avais cité un cas, tout ce qui est méthode préférentielle, vous pouvez déjà dire que c'est plus bon, ça ne s'utilise pas, c'est méthode de référence. Donc, vous vérifiez si c'est encore les bonnes méthodes. Si ce n'est pas les méthodes, actualisez tout, hein. J'ai répondu à votre question, Clara? Eh bien, j'espère avoir... C'est parfait, Clara. Vous êtes dans le vrai. Non, c'est pas Clara. C'est Youmenla. Ah, c'est Clara, oui. Vous êtes dans le vrai. Je vais simplement dire que j'en ai terminé, que vous êtes dans la même position que certains, voire pire. Ayez confiance en vous. L'excès de confiance n'est pas bon, mais la confiance permet de réussir. C'est pas parce que vous allez vous mettre plus de stress que vous allez mieux réussir. Après, changez pas vos habitudes, hein. Tout le monde sait comment on se prépare. Moi, j'ai vu beaucoup de publications faites par Fishben disant en amont, la préparation, la veille, l'avant-veille. Voilà, je ne vais pas répéter ceci. C'est fait aussi bien que moi, voire mieux. Je ne veux pas faire mieux que ce que font certaines personnes, chacun dans son domaine. Vous êtes très bien accompagné par Fishben, il vous donne tous les conseils. Donc, je laisse faire ceci. Et voilà, je pense que ce live a dû permettre à certaines personnes de se rassurer, au moins d'attendre les pronostics que vous vouliez entendre, les conseils d'examen.
Et voilà. Maintenant, à vous de continuer à travailler jusqu'au dernier jour et à bientôt.